Poser les bonnes questions pourrait tout changer dans notre vie. Et pourtant, certaines situations font qu'on n'ose pas questionner son interlocuteur de peur d'être jugé ou tout simplement parce qu'on a peur d'obtenir une réponse insatisfaisante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Larousse, mentaliste, illusionniste, mais aussi conseiller en stratégie depuis plus de 15 ans. L'occasion de discuter de son dernier ouvrage, Vos questions peuvent tout changer, et de répondre à tout un tas de sujets comme quelles sont les bonnes questions à se poser dans sa vie, professionnelle comprise, comment formuler ces questions pour qu'elles ne paraissent pas trop intrusives, combien de questions minimum et maximum posées à ses interlocuteurs, quelle serait la question universelle que chacun devrait se poser au moins une fois dans sa vie. Mais avant de parler de tout ça avec Rémi et de l'accueillir comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur Marque Employeur, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, tu découvriras plein de conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est quand même assez atypique, il faut le dire, celui de poser des questions qui peuvent tout changer. C'est d'ailleurs le titre de ton nouvel ouvrage, Vos questions peuvent tout changer. Plus de 50 questions pour mieux écouter, mobiliser, décider et transformer. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter Rémi, puisque tu as un parcours qui lui aussi est atypique? Oui, je suis originaire du sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques et depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, je pratique, le mentalisme et l'illusionnisme en spectacle et puis, en parallèle, après mes études, je suis devenu consultant en innovation et en stratégie. Donc j'étais pas spécialisé, sur un secteur en particulier. J'ai pu intervenir pour, à la fois des grands groupes, des entreprises de taille plus petite, mais quel que soit le secteur, le luxe, l'industrie, l'énergie. J'étais spécialisé dans les méthodes d'innovation à destination, par exemple, des équipes de R&D ou des équipes marketing ou des équipes de comité de direction pour essayer de penser l'avenir et innover. Et j'ai toujours fait des spectacles au théâtre, à Avignon, en tournée de mentalisme. Et depuis 10 ans maintenant, j'ai combiné ces deux passions et j'utilise le mentalisme et l'illusionnisme pour parler, par exemple en conférence, en formation, de thématiques liées au monde de l'entreprise comme l'innovation ou le changement. Et c'est aussi un peu le sujet du livre, le questionnement, parce qu'en tant que mentaliste et magicien, mon but sur scène est de créer la surprise et le questionnement, alors que dans le livre, finalement, je vais utiliser les questions pour essayer de guider l'action et les décisions du lecteur. Ouais, je trouve ça top en tout cas de pouvoir conjuguer ces deux activités. On ira te voir sur scène, on a hâte. Tu pourras peut-être nous partager aussi tes prochaines dates. Oui. D'ailleurs, en tant que mentaliste, est-ce que tu peux lire dans mes pensées actuellement? Ah, la prochaine question, non, tu vas me la donner. Je préfère poser la question. Quelle est la prochaine Ok, question? ouais, effectivement, c'est d'ailleurs le sujet de ton bouquin, L'art de poser les bonnes questions. Alors pourquoi t'être lancé justement dans la création, dans la rédaction de ce bouquin? Parce que je trouvais que naturellement, face à un problème, quelle que soit d'ailleurs la fonction qu'on occupe en entreprise, on a tendance à sauter sur les solutions. C'est normal, pour résoudre un problème, il faut trouver des solutions, mais que parfois c'est en posant un peu plus de questions ou des questions différentes qu'on peut plus rapidement trouver des solutions ou essayer de faire les choses différemment. Et donc Mhm. c'est à la fois mon parcours depuis 10 ans, parce que quand j'accompagne les entreprises sur des projets de conseil ou de formation, je travaille avec les questions et c'est ces questions qu'on retrouve dans le livre. Ok, alors c'est vrai que c'est quand même parfois déstabilisant de poser des questions. On a peur d'obtenir des réponses qui ne nous satisfont pas. Comment on s'y prend pour lutter contre ces peurs? Oui, alors dans le livre, je parle des 4 saboteurs du questionnement, Ouais. c'est-à-dire 4 saboteurs qui nous empêchent de poser, plus de questions ou les bonnes questions. Et ces 4 saboteurs, c'est quoi? C'est, d'abord l'égocentrisme. Les études, c'est pas moi qui l'invente, dans le livre, il y a toute une série d'études. À chaque fois que je parle de certaines thématiques, les études montrent que, on est, surtout intéressé par nous-mêmes, par nos propres pensées dans une conversation, Hmm. plutôt que d'essayer de réfléchir à la
prochaine question qu'on peut poser à notre interlocuteur. Donc le premier saboteur, c'est l'égocentrisme, hein. Parfois, il y a cette indifférence. Le deuxième saboteur, c'est la peur du jugement et du rejet, Ouais, montrer par exemple dans une situation professionnelle ou dans un entretien qu'on n'est pas expert, avoir peur de poser une question trop naïve. C'est le deuxième saboteur, la peur du jugement et du rejet. Le troisième saboteur, d'accord. c'est l'illusion de la connaissance. Parfois, on a cet excès de confiance, on croit qu'on connaît, on comprend quelque chose alors qu'on le comprend qu'en surface. Et le quatrième saboteur, c'est la vitesse du quotidien. C'est vrai qu'on a cette sensation d'accélération en permanence au quotidien et la vitesse fait qu'on a du mal à poser et à prendre le temps de poser les bonnes questions. Et donc pour contourner Ouais. ces saboteurs, et ces blocages, en fait, le premier point, c'est d'abord se poser la question lors d'une conversation, combien de questions on a l'habitude de poser à Mmh. l'autre. Il y a une étude qui est très frappante à ce sujet qui montre que lors d'un échange, la personne se sent compris et écoutée quand l'autre lui a posé au moins 9 questions. Alors 9 questions, Mmh. c'est beaucoup, mais moins de 4 questions, la personne ne se sent pas écoutée, comprise et ne trouve pas l'autre sympathique. Il y a ce facteur-là de D'accord. sympathie ou d'antipathie. Donc, Mmh. lors d'une conversation, pensez à poser au moins entre 4 et 9 questions, pas moins de Mmh. 4. Et puis ensuite, par exemple, sur le deuxième saboteur, la peur du jugement et du rejet, ça arrive quelle que soit la situation. Des fois, on a l'impression, face à un client, de ne pas démontrer son expertise en posant une question trop naïve. Mais il y a plein de façons de rendre ces questions-là naïves acceptables, ou du moins de se donner le courage de poser ces questions naïves. Par exemple, ça peut être une petite expression du type: tiens, je vais poser une question qui va vous sembler évidente, mais j'ai besoin de bien comprendre Mmh. pourquoi vous faites ça, ça, ça. Ou encore, Ah donc tu as introduit ta question de oui, ça va peut-être vous sembler, naïf de poser cette question, mais voilà, tu oui, poses le oui, oui, contexte. ou Mmh. carrément l'assumer, pour que je puisse bien comprendre. Bon, j'ai une question, volontairement naïve, comment vous Ouais. avez réussi à faire? Et ces petites, expressions, moi j'estime qu'il y a aucune question, trop simple et trop naïve, mais elles nous Ouais. aident à passer cette peur, du jugement ou cette peur du rejet, par exemple. D'accord, OK, je vois et j'ai lu dans ton bouquin que tu parlais aussi de l'effet Einstellung, qui est une tendance à choisir la solution la plus connue, enfin celle qu'on connaît, en tout cas qu'on pense connaître, plutôt que justement de poser des questions. On va plutôt Oui. s'orienter vers des choses qu'on connaît déjà. Exactement, c'est un terme, alors ça, c'est dans la résolution de problèmes. Quand au quotidien, on essaie de résoudre un problème, c'est un concept en psychologie qui a été développé dès 1942. Le terme, c'est la combinaison en allemand de 2 termes, ajustement et attitude. Et Ouais. effectivement, la première idée, la première hypothèse qui nous vient, qu'on formule face à un problème, elle a tendance à s'accrocher à notre cerveau. Même quand on Mmh. sait que cette hypothèse n'est pas possible ou qu'elle n'est pas forcément adaptée au problème qu'on essaie de résoudre. Et donc, cette hypothèse, elle nous empêche de trouver une meilleure solution ou une excellente solution face au problème à résoudre. Et donc, face à ce piège-là de raisonnement, sur le questionnement, il faut à chaque fois quand on a un problème un peu compliqué à résoudre, avoir le réflexe de se dire mais quelle est l'hypothèse finalement qui s'impose à moi pour résoudre ce Mmh. problème et se demander mais d'où elle vient cette hypothèse. Est-ce que c'est parce que je l'ai entendue 3 fois lors d'une conversation? C'est parce que elle est liée à une expérience passée? Et ça, c'est le premier point. Prendre conscience et essayer de formuler intérieurement l'hypothèse en fait qui va s'accrocher à notre esprit et qui va devenir prépondérante. Et après, un bon truc que je fais beaucoup, c'est de se dire, imaginons que cette hypothèse, cette option, elle est plus possible, on peut plus l'activer, elle est plus accessible. Quelles sont toutes les options que je pourrais imaginer d'autres pour résoudre mon problème et se forcer à trouver d'autres possibilités? D'accord, OK, je vois. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait poser au moins 4 questions pour que notre interlocuteur, notre interlocutrice se sente, considérée Oui. et on peut aller jusqu'à 9 questions, voire plus. Mais il faut pas que ça paraisse non plus être un interrogatoire. Alors, par exemple, en entretien d'embauche, comment ça se passe quand je suis candidat, par exemple? Est-ce qu'il faut absolument que je pose 4 questions et comment formuler toutes ces questions sans que ça paraisse trop intrusif?
un enchaînement de questions qui commence par pourquoi, 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 Ouais, ça peut sonner comme un interrogatoire. Mais ouais. il y a plein de choses, il y a plein de façons en fait de poser des questions de curiosité, en commençant une fois par pourquoi, en commençant également par comment. Et puis il y a aussi des questions qu'on a tendance à sous-estimer, qui sont des questions qui permettent à l'autre de dérouler le fil de sa pensée. Par exemple, Mmh. qu'est-ce que vous pourriez me dire d'autre sur les projets que je vais être amené à faire dans les 6 prochains mois OK. en intégrant la suite? Ou vous pouvez utiliser aussi une petite expression, je l'aime beaucoup, on a tendance à la sous-estimer, c'est quoi d'autre? Quoi d'autre Mmh. sur les possibilités d'évolution au sein de ce grand groupe ou au sein de cette entreprise, etc., etc. Et donc, des fois, c'est Ouais. des questions de relance, changer la variété des questions et le plus important, c'est de montrer sa curiosité. C'est, Mmh. je pense, de faire en sorte là on parle de processus de recrutement, que la personne se dise ah tiens cette personne est curieuse, elle m'a posé des questions qui aussi m'ont fait réfléchir. Ça c'est un point Ouais. important, ça marche dans les recrutements ou dans les rendez-vous commerciaux. Moi j'avais toujours un petit défi, c'est poser une question qui déclenche chez l'autre un silence. Et je trouve que c'est très important parce que si la personne, dans un rendez-vous commercial ou même dans un processus de recrutement, je crois, répond au tac aux questions que vous posez, ça veut dire que toutes ces personnes posent les mêmes questions et qu'elles répondent en mode automatique. Alors qu'une question un peu décalée qui crée un silence chez l'autre, eh ben, ça veut dire que vous le faites réfléchir et que c'est une question peut-être peu commune et qui lui permet de voir la situation sous un angle différent. Ouais, c'est un bon indicateur du fait qu'on ait posé une bonne question puisque la personne est amenée à réfléchir et répond pas en mode automatique. Exactement. Alors, on a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui se posent des questions justement sur leur vie professionnelle et qui cherchent à trouver leur voie professionnelle. Est-ce que c'est la bonne question à se poser, ça? Comment trouver ma voie professionnelle? Est-ce qu'il n'existerait pas potentiellement plusieurs voies? Je sais pas. J'ai toujours trouvé que cette question, trouver ma voie, elle enferme parce que ça voudrait dire Ouais. qu'il y a une voie prédéfinie, qu'elle existe déjà, qu'il y en a qu'une seule parce que c'est ma voie. Je pense qu'on est amené, à vivre plusieurs expériences professionnelles dans notre vie et on peut changer en fait et explorer de nouvelles choses. La le seul enjeu, c'est, de garder cette flexibilité mentale. Une personne Oui. qui est dans la communication, elle pourrait se dire: «Tiens, je m'intéresse à la formation pour plein de sujets parce que j'aime transmettre, j'aime la pédagogie, mais c'est vrai que mon métier, c'est la com, je transmets, un message mais c'est pas former, des équipes». Bah, ça, Mmh. c'est, ce dialogue intérieur, il est un peu, il amène finalement à réduire le nombre d'options possibles plutôt que de voir, ce qu'il y a. Ah bah non, je suis dans la communication, je sais formuler une idée, je sais la Ouais. transmettre parce que mon métier, c'est la communication, donc j'ai un certain nombre d'atouts pour, par exemple, explorer, la formation, en entreprise. C'est comme moi, Mmh. on pourrait dire que le mentalisme, l'illusionnisme, c'est très, très, très loin du monde de l'entreprise, des enjeux des équipes et pourtant Oui, tu j'arrive pourrais te fermer en fait. Tu pourrais exactement. te dire: «Bah non, j'ai pas du tout ma place en entreprise avec ce métier». Exactement et me dire: «Non mais c'est 2 carrières» et combien de fois on m'a dit: «Mais Rémi, tu peux pas, tu pourras pas, il faut Mmh. choisir l'un et l'autre. Tu peux pas, faire des spectacles, faire des tournées et puis derrière faire des conférences ou intervenir comme consultant, c'est pas possible». Mmh. Bon, bah, finalement j'ai combiné les 2 et alors des fois c'est pas ça a pas été évident, il faut aussi prendre le temps, mais on peut arriver à faire des choses étonnantes, sans Ouais. avoir une voie toute tracée peut-être. OK, donc en fait, les questions qu'on adresse aux autres ou qu'on s'adresse à soi-même, elles devraient à l'idéal être plutôt ouvertes que fermées. C'est un peu ce que je comprends de ce que tu me dis là? Oui, c'est aussi, changer, savoir aussi changer la question. C'est-à-dire, dans les prises de décision, le plus dangereux, c'est, s'enfermer dans une forme de dilemme et le dilemme, Mmh. c'est: «Il faut faire ça ou ça». Ça arrive aussi dans toutes les questions d'entreprise, hein. Faut-il, oui ou non, baisser, les prix de nos produits pour faire face, à la concurrence? Ah ben ça, là, on n'a que 2 options. On Ouais, c'est garde les binaire prix tels plutôt. quels ou on Mmh. les baisse, plutôt que de se demander quels sont tous les facteurs et tous les leviers sur lesquels on peut jouer pour faire face à la concurrence. Une question plutôt qu'un Mmh. autre,
une autre, change la façon dont on voit le nombre d'options. Et Ouais. c'est pareil sur ces réflexions sur la carrière, les activités, et puis parfois se poser des questions. Parfois, on est passionné par un sujet, on se dit ah il faut en faire un métier. Et on essaie d'en faire un métier absolument, alors qu'en réalité, on aime tellement le sujet que c'est pas bon d'en faire un métier, parce que Mmh. devoir vivre de cette passion, bah, ça nous, pour certains, ça peut faire perdre la flamme et on va devenir beaucoup moins passionné par le sujet. Il faut garder une activité qui nous apporte de l'argent tous les mois et puis pratiquer autant qu'on peut ou se dégager du temps pour pratiquer cette passion. Donc il n'y a pas de... C'est encore une fois la question et la manière dont on change la question qui peut parfois nous faire voir la situation différemment. Ouais, je comprends tout à fait. Alors c'est vrai que ton bouquin, je rappelle le titre, Vos questions peuvent tout changer. Je pense que ça s'applique pas mal au monde professionnel et particulièrement dans la négociation d'un salaire, dans la négociation d'une évolution de carrière. Il y a peut-être des questions à poser et d'autres à ne pas poser potentiellement lorsqu'on échange avec son manager. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre ou des questions à poser en particulier? Je sais pas, alors je suis pas sûr qu'il y ait de mauvaises questions, mais c'est toujours je pense que dans des situations comme celle-là, il faut surinvestir du temps dans la préparation et Mmh. se dire au fond, il y a cet enjeu de comprendre l'autre, de comprendre les enjeux de l'autre et parfois on aiguise ses arguments parce que, on a des arguments à avancer, on veut, changer le point de vue de l'autre, alors que très souvent, le changement de point de vue de l'autre, il se fait souvent dans l'écoute et dans le questionnement. Et donc des fois, Mmh. il faut autant surinvestir du temps dans les questions que l'on pose en termes d'écoute que dans les arguments finalement qu'on va ciseler pour avancer son point de vue et déclencher la décision de l'autre. Et des fois, c'est pas des questions Mmh. qui sont, des fois, c'est des questions toutes simples. Comprendre le point de vue de l'autre, être capable de comprendre les coulisses d'une décision, remonter dans le temps pour comprendre les enjeux. Et des fois, la capacité à écouter plus, à questionner plus, eh bien, elle permet finalement d'ajuster sa stratégie et parfois de faire changer l'autre, non pas avec les arguments, mais avec les questions, parce qu'on montre qu'on fait un effort pour le comprendre, qu'on fait un effort pour se mettre à la place de l'autre. Ouais. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit, «Savoir, c'est pouvoir», donc plus on a d'informations et plus on est en capacité d'agir. Est-ce que ça revient un peu à ça? Ça me fait aussi penser d'ailleurs à ce métier de journaliste, par exemple. Le journaliste, son rôle, c'est de poser des questions sans trop interpréter, d'obtenir toutes ces informations pour pouvoir les retraiter au mieux derrière. Est-ce que ça c'est-à-dire qu'on devrait tous finalement endosser ce rôle de journaliste, pour nos propres vies? Oui, on peut, l'enjeu, c'est d'essayer aussi dans une conversation, d'en revenir aux faits et il y a ces 3 pièges, hein, quand on échange et aussi quand on collabore. C'est notre tendance à généraliser et on tombe dans ce piège-là. D'ailleurs, quand on entend un peu trop souvent dans les conversations: «À toujours», «jamais», «Ah, c'est Ouais. tous les clients» ou «tous les membres de l'équipe» et notre tendance à supposer, à faire des suppositions, à interpréter des faits, des hypothèses. Ah, il croit que, elle croit que, il pense toujours que. Mmh. Et donc à chaque fois, il faut avoir ce réflexe aussi de, lors d'une conversation ou intérieurement, de reformuler en disant: «Mais est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est, tous les Mmh. membres de l'équipe?» Et aussi en revenir aux faits et aux hypothèses, en se demandant: «Mais qu'est-ce qui nous fait penser ça? Quels sont les chiffres, quels sont les faits qui prouvent que cette idée est fausse ou pas fausse?» Donc oui, par rapport à ces pièges de raisonnement qui sont notamment la généralisation et notre capacité à faire beaucoup de suppositions, le questionnement aide, à y voir plus clair, ouais. Ouais, en fait, il s'agirait presque de reformuler en permanence jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse concrète, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus poser de questions. C'est un peu ça le truc? Oui, en sachant que ça dépend quel type de problème on aborde. Quand on est, Ouais. face à un problème opérationnel qu'il faut aller vite, on peut pas multiplier, les questions et puis des fois on trouve, c'est en faisant, hein, Mmh. qu'on trouve. Mais sur, un problème par exemple qu'on a essayé de résoudre collectivement plusieurs fois, sur lequel on a buté, on a essayé deux trois solutions, ça vaut le coup d'en revenir au fait et de se dire: «Mais quelles sont les suppositions qu'on a sur ce problème? Quels sont tous les éléments qu'on considère comme vrais
qui ne le sont pas forcément et qu'on doit prendre en compte pour changer de point de vue, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, les questions ne doivent pas bloquer l'action. Au contraire, elles doivent être un préalable à l'action. En tout cas, à prendre les meilleures décisions pour agir derrière, de ce que je comprends. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lâcher prise, hein, toutes les méthodes de relaxation, de méditation et justement, dans ces méthodes-là, on se dit: «Il faut arrêter de se poser des questions et laisser les choses se faire telles qu'elles sont». Est-ce que justement poser, tout un tas de questions, ce serait pas contraire justement à cette notion de lâcher prise et de bien-être même au sens large? Il y a plusieurs choses, ici, en fait. Alors, j'ai un chapitre dans le livre qui s'appelle, «On se pose trop de questions quand l'action vaut mieux que l'analyse», parce que, notamment en équipe, en entreprise, moi, j'ai assisté à des tas de réunions, de comités de pilotage, de comités de direction aussi, où on va multiplier les questions et avant d'agir, de prendre la décision, on va dire: «Ah non, mais il nous faut rassembler peut-être un peu plus de données, ce risque-là, on l'a pas assez bien évalué, etc., etc. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, mais plus l'entreprise est grande et plus quand même je vois cette tendance à multiplier les questions, parfois les questions font que l'on tourne en rond, alors que la meilleure façon d'avancer, c'est de tester et d'expérimenter. Et il y a plusieurs façons et plusieurs petites questions pour se sortir de ce piège-là. Quand on dit par exemple, ah, il nous faudrait cette donnée, je pense que si on a cette information, il nous manque cette information. Des fois, le simple fait de se dire, mais au fond, si on a cette information, est-ce qu'on agirait différemment? Si la réponse est non, ou pas sûr que ça nous fasse agir différemment, bah, il faut plutôt tester et expérimenter quelque chose. Même chose Ouais. lorsqu'on essaie de résoudre un problème, mais ça fonctionne au niveau personnel et professionnel, se demander, mais est-ce que l'action que je veux tenter pour résoudre le problème, elle est réversible? Si l'action est Mmh. réversible, bah, je peux revenir en arrière et je peux tester autre chose. Si les conséquences ne sont pas réversibles de mon action, là c'est plus compliqué et ça vaut le coup de réfléchir davantage. Mais il y a Ouais. beaucoup d'actions qu'on peut tester qui sont réversibles et il ne faut pas s'en priver. Et après, le troisième point qui est important, c'est que quand on passe à l'action, on a toujours en tête les erreurs que l'on peut commettre quand on teste quelque chose. Mais il y a aussi Ouais. toutes les erreurs et toutes les opportunités qu'on manque quand on ne fait rien. Et ce Ouais. type d'erreur, il est très important parce que le fait de repousser une décision, de ne pas tester et expérimenter, ben, c'est peut-être des opportunités de perdu ou c'est peut-être, dans le cadre d'une entreprise ou d'une équipe, un concurrent qui va avancer plus vite sur un projet et qui va nous dépasser. Ouais. Et donc, le simple fait de se dire, mais si au fond, on ne fait rien, dans 6 mois, dans un an, quelle sera la situation? Eh bien, très vite, on commence à s'apercevoir que il faut quand même tester et Ouais. expérimenter quelque chose pour avancer, quoi. Oui, c'est ça, se poser des questions ne veut pas dire, rester immobile, bien au contraire, c'est, se permettre de prendre les meilleures décisions. Alors Rémi, est-ce qu'il y a une question un peu universelle, une question que tout le monde devrait, selon toi, se poser au moins une fois dans sa vie? J'avoue que cette question-là, elle est quand même pas évidente, hein. J'imagine qu'elle va qu'elle va t'amener à réfléchir et j'aurais gagné mon pari. Oui, c'est une bonne question, je ne sais pas si c'est une fois dans sa vie, mais il y a une question qui est intéressante, c'est se dire au fond, par exemple, dans les 3 dernières années, quels sont les faits, les croyances que j'avais, les convictions que j'avais et qui ont aujourd'hui changé. C'est intéressant de poser cette question-là, c'est-à-dire de se dire: «Ah bah tiens, j'avais un certain nombre de convictions il y a 3 ans, moi Guillaume, par exemple il y a 4 ans et puis finalement ces convictions, j'ai vu qu'elles fonctionnaient pas pour moi ou que ces croyances-là, je me suis aperçu qu'elles étaient fausses». J'aime bien cette question parce que ça montre qu'on est curieux, qu'on va chercher des faits, qu'on se pose des questions: «Pourquoi? Et si? Comment ça fonctionne?» Et ça veut dire que, on progresse et on change d'une Ouais. certaine manière au fil des années. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là parce que enfin, ça fait écho à mon expérience personnelle. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Monde de Sophie. Je sais pas si tu Oui, connais, c'est ouais, tu le connais. Je vois que c'est vrai, là, on enregistre et et je vois qu'il y a pas mal de bouquins derrière toi. Donc le Monde de Sophie, c'est un roman philosophique et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce roman, c'est que le lire aujourd'hui nous donne une certaine perception, mais le relire dans 5 ans, dans 10 ans, on va percevoir le roman d'une manière assez différente. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait de le relire à intervalles réguliers.
j'ai vraiment une perception assez différente de ce qui est écrit. Oui, 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 il y a plein de livres comme ça, des fois on passe en surface sur certains sujets et puis le fait de se replonger dedans, ah ben, ça Ouais. fait écho à une situation qui nous est arrivée, qu'on n'a pas vécue il y a 5 ans et c'est passionnant, et le monde de Sophie, ça me donne envie de reparcourir. De le Ouais, relire. ouais, ouais. OK, bah, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup et peut-être une dernière question, cette fois-ci une question conseil à, toutes les personnes qui souhaiteraient, prendre en main leur carrière, booster leur carrière, évoluer professionnellement. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, par rapport à cette thématique, la thématique de ton bouquin dont je rappelle le titre, hein, «Vos questions peuvent tout changer»? Gardez votre curiosité en multipliant parfois des questions, très naïves, des questions qui commencent par «pourquoi?», des questions qui commencent par «et si?». Les questions qui commencent par «et si?» «Et si j'essayais, de, travailler avec ce collègue avec qui j'ai pas, l'habitude de travailler? Et si sur ce projet, c'est pas forcément ma zone de compétence, mais, je proposais, de l'aide? Et si?» Ces questions à «et si?» elles sont importantes et méfiez-vous, de vos certitudes. On se Ouais, trompe, non pas parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas qui nous trompe, c'est ce que l'on croit savoir avec certitude qui nous trompe. ouais, Et il faut savoir aussi se dire, ah tiens, ça, je pense que c'est pas pour moi, car, et vous listez un certain nombre de raisons, et ces ouais. raisons-là, vous les examinez et demandez-vous si c'est pas des certitudes qui peuvent vous bloquer, parce que c'est souvent en remettant en question ses certitudes et en allant voir d'autres profils, en osant poser une question à d'autres personnes avec un autre profil, une autre expertise, que parfois, ben, on trouve une nouvelle voie ou on explore une nouvelle discipline. Ouais, OK, bah, passionnant en tout cas. Je garde aussi bien en tête, hein, les 4 saboteurs du questionnement, donc l'égocentrisme, la peur du jugement, l'illusion de la connaissance et la vitesse du quotidien, hein. Ça, il faut absolument lutter contre ces 4 saboteurs, mais tout ça est bien expliqué dans le bouquin. Je vous invite à vous le procurer, hein, vraiment il est passionnant. En plus, j'adore la couverture. Elle est, Merci. bien flashy, donc on peut pas le louper en librairie. Donc un grand merci encore Rémi et puis, bah, à très vite. Merci pour ton invitation. À bientôt. 3, 2, 1. Marque employeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.